Bonjour à tous, on est vendredi et comme vous le savez, le vendredi c'est n'importe qui. Donc le n'importe qui du jour c'est moi, Greg. J'écris sur Gamecult quelques petits tests de jeux vidéo, vous m'avez peut-être déjà lu. Si vous êtes très japonais, vous m'avez peut-être déjà lu dans des magazines comme Famitsu. Mais mon activité principale, ça reste quand même l'édition de manga aux éditions Kurokawa, d'excellents mangas. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on va regarder ensemble ce qui nous attend. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec la rubrique anime manga. Ensuite, le temps perdu de Schizo. The Place to Be avec l'inénarrable Médoc, et enfin les oubliés de la Playhistoire avec le grand professeur Florent. Mais tout de suite, les news. Et si on parlait un peu d'un projet Kickstarter? Ça faisait longtemps, avouez que ça vous manquait. Si cela a toujours un rapport avec le jeu vidéo, cette fois c'est légèrement différent. Les participants au site de crowdfunding peuvent cette fois donner quelques ressources à un projet de maison du jeu vidéo à Los Angeles. Il s'agit d'un centre du nom de LA Game Space qui serait un endroit ouvert aux expositions, aux résidences d'artistes, etc. Un refuge pour réfléchir à de nouvelles manières de s'exprimer via le jeu vidéo. Un bien bel endroit donc, soutenu par une ribambelle de personnalités de la scène du jeu vidéo indé, dont Edmund Macmillan ou Paul Robertson pour ne citer qu'eux. Et si vous n'habitez pas Los Angeles et que cette douce utopie ne vous intéresse que moyennement, sachez que le simple fait de participer à la campagne à la hauteur de 15$ vous donnera accès à My Silly Game, un jeu exclusif de Takahashi Keita, le créateur de Katamari Damacy et Nobi Nobi Boy, ainsi qu'une trentaine d'autres jeux. Ce projet atypique veut réunir 250 000$, mais n'en est qu'à la moitié du parcours alors qu'il lui reste encore 11 jours pour parvenir à son objectif. PlanetSide est un MMORPG sorti sur PC en 2003 où de centaines de joueurs pouvaient s'affronter en même temps. La suite de ce titre développé par Sony est disponible depuis quelques jours sur un modèle free-to-play. PlanetSide 2 met en scène l'affrontement de 3 factions sur la planète Auraxis. La République Terran, un gouvernement militaire qui contraint par la force les humains à vivre en paix avec les autres factions. Le nouveau conglomérat qui s'oppose aux Terrans, une faction rebelle. La souveraineté Vanu, des technocrates qui voient en une vieille technologie perdue le seul espoir de l'humanité. Classe, guilde, mission, terrain immense à explorer à pied ou à bord de divers véhicules, le joueur va être bien occupé quand il sera plongé au cœur du combat. Le modèle économique du jeu est donc le free-to-play. Tout le monde peut se créer un compte et commencer l'aventure en ligne. Ensuite, ceux qui accrochent le plus pourront succomber à la tentation des avantages d'un compte premium, un abonnement qui coûte un peu moins de 8€ par mois. Pour fêter le lancement du jeu le 20 novembre dernier, l'éditeur a permis à certains joueurs expérimentés de l'équipe américaine 666 Devil Dogs de s'essayer au jeu. Cette équipe a pu compter jusqu'à 1400 membres durant les beaux jours du premier PlanetSide. Les actions montrées durant ce trailer sont tirées de parties réelles effectuées par ces joueurs. Maintenant, il ne tient plus qu'au public de décider s'ils sont tentés de les rejoindre ou de partir les affronter. Alors Albator, c'est un personnage que tout le monde connaît, que beaucoup de gens aiment bien, même si c'est vrai que la série a un petit peu vieilli, il y avait quand même énormément de thèmes vachement intéressants, très années 70. Il y a d'ailleurs une super anecdote sur Albator, ça fait partie de ces dessins animés qui sont arrivés en France et que les Japonais ont finalement jamais surveillé. Aujourd'hui, je prends mon exemple, quand on fait un manga, il faut tout faire valider, la couverture, la page copyright, si vous faites un poster promo, etc. À l'époque, c'était vraiment la liberté, c'était génial, tout était fait par des hippies, c'est comme ça qu'on se retrouvait avec des tantes, les 4 Fantastiques, avec des glaces Goldorak. Et je me souviens qu'il y avait une BD franco-belge dessinée par un Français qui reprenait la vie d'Albator, avec l'origine des sylvidres et tout, c'était super bien. Aujourd'hui, ça vaut une petite fortune sur eBay, mais à l'époque... c'était vraiment, voilà. Et donc j'aimerais bien voir la tête de Leiji Matsumoto s'il découvrait ce truc-là. Oga Tatsumi, jeune lycéen inscrit dans un établissement bourré de Yankee, version Kishidan ou autre Yang GTO, fait une étrange rencontre. Alors qu'il vient de massacrer quelques élèves qui lui cherchaient des noises, il croise un étrange personnage qui flotte dans la rivière. Une fois repêché, son corps va s'ouvrir en deux et laisse à Oga un petit présent. Il s'agit d'un adorable bambin, Kaiser des Empenana Belzebub de son vrai nom. C'est le fils du diable et il recherche un parent qui lui permettra de s'épanouir, mais aussi de développer ses pouvoirs sur Terre. La seule condition à remplir, que l'humain choisi soit fort, très fort.
Accompagné d'Hilda, servante démon, Oga va devoir élever le petit Babybel tout en cherchant à le refiler à quelqu'un de plus fort et plus cruel que lui. Manga sorti en 2011 en France, Belzebub est un gros carton parmi les publications du Shonen Jump. Il était donc normal qu'il soit adapté en animé. Écrit par Tamura Ryuhei, l'animé reprend parfaitement la trame du manga avec peu d'écart scénaristique. Si le chara-design est plutôt soigné, les animations en termes de combat sont quasiment inexistantes. Les bagarres sont présentes à foison et pourtant la plupart du temps, les coups sont figés ou cachés par du brouillard. Résultat, cela donne un effet très statique. L'anime est fidèle au manga, mais les différents épisodes ne font pas vraiment avancer l'histoire. On est vite fatigué de voir Oga défoncer des mecs pour trouver quelqu'un de plus fort que lui. Si le début démarre plutôt fort, comme dans le manga d'ailleurs, et que les gags sont drôles au premier abord, on se lasse très vite de ce comique de répétition. Quand on sait qu'il y a 60 épisodes de prévus, on a tout de même un peu peur pour la suite. Malgré tout, le charme des différents personnages, notamment de Babybel, permet de garder une certaine légèreté. Les musiques sont également bien choisies et variées, ce qui dynamise un peu la mise en scène. Si la série n'est pas particulièrement passionnante, on passera tout de même un bon moment. On espère juste que les coffrets suivants seront plus riches en rebondissements. De 2003 à 2008, différentes histoires courtes de Tamura Ryuhei sont parues dans le Shonen Jump. Ces nouvelles nous sont présentées dans le recueil Belzebub et autres histoires maléfiques. Présentées en ordre chronologiquement inverse, de 2008 à 2003, il est intéressant de voir que certains personnages de Belzebub ont hérité des caractères de ces vieux protagonistes. Le pilote de Belzebub est évidemment présent dans le recueil, mais il n'y a aucune révélation concernant l'histoire. Très peu de choses ont été changées. Il s'agit surtout d'une version condensée. 3 nouvelles supplémentaires sont ici regroupées. Une équipe de super-héros qui défendent leur lycée, une jeune fille amoureuse suit son amie pour leur dernière aventure, et une détective privée enquête sur une jeune femme se faisant harceler. Quasiment pas de place pour les larmes, chaque histoire se regroupe autour de l'humour. S'il est toujours intéressant de découvrir les débuts d'un mangaka et l'évolution de son trait, malheureusement, ces histoires manquent d'originalité. La mise en scène est mollassonne, les histoires pas tout à fait abouties, même si elles ne sont pas dénuées de charme. Les notes de l'auteur sont toujours appréciables, et en plus, on a une petite sélection de Nemu refusés, les croquis préparatoires qui sont envoyés à l'éditeur afin de valider les chapitres du manga. Quoi qu'il en soit, on apprécie toujours ce genre d'initiative de la part des éditeurs, et on espère qu'il y en aura encore à l'avenir. Alors s'il vous reste du temps à perdre, ce qui aujourd'hui en 2012 est quand même assez inconcevable vu comment on est sollicité, je sais pas pour vous, mais on va retrouver tout de suite l'excellente rubrique du non moins excellent Nico Robin. Alors Nico Robin, oui bon Nico Robin, voilà, je suis spécialiste des jeux Flash machin, mais saviez-vous que Nico Robin dans sa prime jeunesse se faisait appeler Atomic Schizo et qui faisait partie donc de la team des Atomic Ninja Master. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ces gens-là c'est un peu comme des super-héros, ils ont des origines incroyables. Parce que Benoît que vous retrouvez ici toutes les semaines, eh ben avant il s'appelait Brutor et il tabassait les gens en slip, oui il faut le savoir. Quel parcours pour cette star de la télé aujourd'hui. Parmi la fine équipe il y avait aussi Atomic Pion qui aujourd'hui travaille chez moi et qui traduit cet excellent manga qui s'appelle Hippo, manga de boxe, vous connaissez peut-être. Ils affrontaient aussi le très méchant Gadget qui aujourd'hui travaille aussi pour moi puisqu'il traduit des mangas comme The Civilization Blaster. Donc voilà, c'est une grande famille et donc ben voilà, on va aller voir un petit peu le papa de tous ces gens, Nico Robin, donc alias Schizo. Tu seras toujours Schizo pour moi.
Bonjour, l'actualité a été particulièrement drôle cette semaine et vous avez explosé votre forfait giga à force de suivre en direct les tournants et retournements interminables de ce vaudeville politicien. La télé-réalité politique, c'est possible. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. L'amitié, on a beau dire, c'est pas facile. C'est sûr, au début, quand on est ami de 30 ans, on s'aide, on s'entraide, tout est super. On drague les gonzesses ou les cums ensemble, on fait les 400 coups, on se met des ruines, on casse du sucre sur la colonne de la prof de maths, on se moque ensemble de nos adversaires communs, et surtout sur les moins forts que soi. Bref, on s'amuse bien. Un peu comme dans Night Flies, oui. Ici, les gentils coccinelles doivent déblayer le terrain afin que leur super copine les lucioles puissent ramasser et mettre en place des loupiottes. Parce que oui, les loupiottes, ça existe. C'est beau, démocratique et festif, de la franchouillarde camaraderie en quelque sorte, quoi. Après, au bout d'un moment, ça se complique un peu. Parce que forcément, les amis de 30 ans, eux aussi, ils veulent réussir dans la vie. Alors on essaie toujours d'avancer ensemble, bien sûr, dans un même mouvement, au gré des touches directionnelles de la vie, comme dans Duo Tasting. Vous voyez, là, on contrôle le petit bonhomme qui doit ramasser des trucs jaunes, tout en évitant d'autres machins, mais en même temps, on dirige la tourelle à gauche, qui, elle, est censée flinguer les machins suscités, pour que le petit bonhomme suscité aussi puisse ramasser le truc jaune qui était, vous n'allez pas le croire, suscité et tout. Alors, évidemment, faire deux choses en même temps avec les mêmes touches du clavier, c'est pas simple. Et bah, c'est comme l'amitié trentenaire. C'est rigolo au début, mais au bout d'un moment, mourir bêtement à cause de l'autre, bah, ça saoule un peu. Et donc, inévitablement, à force de voir l'autre manger des pains au chocolat alors que nous, on voudrait des chocolatines, on finit par vouloir se mettre sur la tronche. Comme dans Wrestle Jump. Ici, dans ce petit jeu jouable à deux comme en solo, on doit casser la tête de son adversaire, et pour cela, une seule touche suffit. Avec la flèche bas, on pousse sur les jambes de notre petit catcheur afin d'essayer de propulser la tête de notre grosse andouille de camarade contre un mur ou contre le sol. Ça se joue en 5 manches gagnantes ou indéfiniment en fonction du fair play de chacun qui, dans le cas de l'amitié de 30 ans justement, ne vaut pas un coup. Alors comme au bout de 30 ans, on finit par bien le connaître, c'est un gros salaud de merde meilleur ami, on connaît aussi ses faiblesses. Et du coup, on en profite pour le poignarder dans le dos en traître qu'on est puisque la traîtrise, on maîtrise. Et l'autre, bah forcément, il se demande bêtement ce qui a bien pu se passer. Comme dans Why I Am Dead, justement, où l'on contrôle le fantôme du héros. Et être fantôme ici, c'est pratique puisque l'on peut investir le corps de vivant et ainsi se balader sous plusieurs identités afin de questionner les gens et donc de savoir ce qui a bien pu se passer. Et ça, vous n'allez pas le croire, mais dans une amitié de 30 ans, bah ça prend des plombes. Alors on se dispute, on se querelle pendant des jours, des semaines, voire probablement des années, et autour de nous, tout le monde se marre ou se plaint au choix en fonction des affinités. Mais ici, ça tombe plutôt bien, puisque nous, au moins, nous savons que le plus important finalement est de ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Après Temps perdu avec l'ami Psycho... Schizo, pardon, excusez-moi, voilà, ça le rend fou, hein. Si vous le voyez, appelez-le Psycho, il va devenir fou, ça m'énerve. Donc après ça, on va donc recevoir l'incroyable Médoc, le roi des vidéos farces sur internet, qui va nous parler des bons plans. Et en parlant de bons plans, j'en ai un excellent pour vous, puisque demain, au salon du livre de la jeunesse à Montreuil, je serai avec les auteurs du manga Pokémon qui donneront une conférence pour expliquer aux enfants comment on fait les mangas, comment on dessine des Pokémon, et il y aura ensuite un grand goûter avec une séance de dédicace. Voilà. C'est des gens adorables, ils sont super accessibles, ils ont plein de choses à raconter, ça fait plus de 15 ans qu'ils travaillent sur le manga de Pokémon, donc voilà, c'est des gens qui ont des trésors à partager avec vous. Si vous aimez Pokémon, n'hésitez pas, c'est demain au salon de Montreuil. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux savoir pourquoi tu as l'impression que je suis super fatigué quand je tourne The Place to Be? Ben en fait, si j'ai des petits yeux, c'est juste parce que je lis un prompteur. Tu vois là par exemple, j'ai une tête normale. Et là, tac, je lis mon prompteur. Oh, d'ailleurs, je me suis écrit une petite blague. Alors, c'est 3 catins qui rentrent dans un ascenseur et t'en as une qui... T'es bête, Médoc.
T'as jusqu'au 20 décembre pour aller à l'expo Silent Hill qui se déroule en ce moment même à la Galerie Chap à Paris. L'occasion de jeter un œil au taf de Ito Masahiro, le directeur créatif des 3 premiers épisodes. Alors, directeur créatif, en fait, c'est... le mec dessine vraiment, c'est lui qui a dessiné les Silent Hill, tout ça. C'est parce qu'on pourrait croire que le directeur créatif, c'est celui qui est là, qui dit ouais, c'est bien, Tanaka, tu dessines bien, vas-y, je te greenlight. Dans les Crous du Nord-Pas-de-Calais, donc en fait c'est comme si je disais dans les mines du Mordor, mais vous allez voir, il se passe des trucs sympas quand même là-bas. T'as les events Anime and Game qui te proposent d'assister à des projections de courts-métrages en rapport avec le jeu vidéo. Le 4 décembre par exemple, ils seront à Villeneuve-d'Ascq, je sais pas où c'est, et le 6 décembre ils seront à Aulnoy-les-Valenciennes, je sais pas non plus. Mais ça a l'air sympa, en plus c'est complètement estampillé The Place to be Free, ça veut dire que tu rentres gratos et t'as même pas besoin d'être accompagné. Le 1er et le 2 décembre, enfin, t'as le Toulouse Game Show. Et Toulouse Game Show, toi-même tu sais. Alors, pour le coup, cette année, l'organisation a décidé de voir les choses en grand. Déjà parce que ça se déroule au Parc des Expositions de Toulouse, mais surtout, en fait, parce que je viens. Bon, il y aura aussi les Alex, les Suzuka, les Mathilde, les web-séries, les Marcus, les Benzaï, enfin bref, une grosse partie du staff qui contribue à faire la chaîne, mais aussi même une partie de mon gang, en l'occurrence Muguri. Comme ça, vous pourrez faire avec nous les discussions, les aventures, les cascades, et plus si ça se passe bien. Alors venez nombreux, ça va faire plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé pour cette semaine. N'oubliez pas de me tenir au courant de ce qui se passe dans les topics qui vont bien sur le forum. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Japan Expo Belgium. Ça va être bien. Et donc voilà, merci Médoc pour tous ces bons plans. Mais tout de suite, sans plus tarder, oh là là mon Dieu, un striker, B plus C, tac. Non, vous avez peut-être oublié un petit truc là, je pense. Donc Place to Be, sans parler de la Wii U, parce qu'elle sort aujourd'hui. Donc, mais oui, on est le 30. Quand même, quoi. On parle des Pokémon juste avant, etc. Puis on parle pas de Mario. Ah non. Sur Wii U, on parle pas non plus de Nintendo Land, on parle pas de tout ça, c'est pas possible. Non, bah non, je suis En plus, toi, t'es vachement au courant, puisque t'as suivi un petit peu Miyamoto. Oui, bah oui, en tout France. à fait. Il est venu il y a 3 semaines présenter la console à tous les médias. C'était très intéressant. Il nous a expliqué un peu quelle était la volonté de la société derrière la Wii U. C'est assez intéressant. Il partait du principe qu'en fait, quand ils avaient lancé la Wii, ils voulaient que ça devienne la machine centrale du salon, c'est-à-dire que ça soit un peu le rendez-vous de vie de tout le monde, avec la maman qui laisse un message pour son fils, etc. Il s'est rendu compte que les gens ne s'en servaient absolument pas comme ça. Et donc du coup, il est parti du principe qu'en rajoutant un écran, ça faciliterait peut-être justement l'échange. Parce que ce qu'il a vu, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les habitudes de consommation du multimédia, c'est on va d'abord chercher des trucs rigolos sur Internet et ensuite on va les partager avec ses potes. Ouais. Mais le truc, c'est que personne n'a envie de te voir taper dans la barre Google. Voilà, on a juste envie de voir le chaton se casser la gueule dans la soupe. Donc, l'idée derrière la Wii U, ce qu'il expliquait aux journalistes, c'est que tu fais ta recherche marrante sur la tablette, et une fois que tu as trouvé ton chaton qui fait l'andouille sur un roller skate ou n'importe quoi, hop, tu l'envoies sur l'écran et tout le monde profite du formidable LOLcat que tu viens Donc de... c'est toujours le même concept du multi-canapé. Donc l'idée c'est vraiment que le salon devienne un rendez-vous pour toute la famille ou pour tous les amis. Et donc on a toujours du jeu vidéo évidemment, c'est Nintendo, mais il n'y a pas que du jeu vidéo. Donc là pour l'instant, nous au moment où on tourne ces plateaux, la Wii U n'est pas tout à fait sortie, donc du coup il n'y a pas encore le gros update du Day One qui va permettre d'avoir accès au Miiverse par exemple, mais également à toutes les fonctionnalités un petit peu internet, etc. qui sont prévues, donc on est un peu curieux de voir ça. Et puis de toute manière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été tout simplement en fait dès ce matin là, dès ce matin du vendredi dans le futur, c'est très complexe. On a été voir en fait tout simplement les acheteurs et leur demander bah voilà, la Wii U vous en pensez quoi, vous attendez quoi, etc. Donc on va voir tout de suite un petit sujet avec Médoc. On est sur le boulevard Voltaire, donc le quartier historique des magasins de jeux vidéo à Paris. Et aujourd'hui, on est le 31 novembre, c'est-à-dire le jour officiel de la sortie de la Wii U. Alors, faut savoir que nous, la Wii U, à la rédac, on l'a depuis quelques jours quand même. Et c'est Thierry qui est parti la chercher. Thierry, je pense que c'est l'heure. On va aller chercher la Wii U, je t'attendais Alex. Ok. Parce que les autres rédacs, ils l'ont déjà. Bah, ils l'ont déjà parce qu'ils pouvaient aller le chercher dans l'après-midi alors que moi je t'attendais Alex. Ok, bah allons-y alors. On y go. Ok. Là on va chez la boîte com.
C'est en fait la boîte de communication qui gère les relations de presse pour Nintendo. Et donc c'est eux qui ont reçu tout le pack de Wii U pour la presse. Et c'était aujourd'hui, donc toutes les rédacs allaient se déplacer ou allaient la recevoir. C'était en dehors de la région parisienne par courrier. Et puis voilà. Donc là c'est le gros moment, on récupère une nouvelle console de salon. Le pack Zombie U, donc dedans il y a juste Zombie U. Ouais. Cool, du 18+ quand même. Avant la fin de la saison. Donc on aura les diffusions de la critique début décembre en gros. Donc on va aller à la rédac maintenant, j'espère que les gens s'en passent. Non, c'est pas vrai, c'est pas un t-shirt. Ça, moi je dis que c'est la console. C'est parce que une. Sur HDMI, le câble est fourni, le câble HDMI est fourni dedans. C'est pour ceux qui. On vient de remarquer, en fait, normalement sur la Wii à la base, il y avait un slot comme ça juste pour mettre la carte SD. Et là, on ouvre, il y a bien le slot, mais il y a aussi 2 prises USB en façade, en plus des prises USB à l'arrière. Il est où le câble de la manette? Ah oui, c'est pour la... Il y en a pas. Oh! Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Retire tes doigts, Médoc. Non, faut se mettre avec un fond I, c'est plus facile. Est-ce que tu peux jouer à la guerre des têtes? Et là? Les gens ne ressemblent pas du tout à ça. Vous devriez voir d'essayer nos attractions, mais je vous demande juste quels mécanismes situés devant chaque enfant. Attends, on va le faire chacun. Il avance après, il court après moi, je veux venir à... Ah putain! Ah les bâtards! J'ai même pas les pris à faire. Plus vite que moi en fait. Alors voilà, vous aussi aujourd'hui vous pouvez acheter la Wii U en magasin et à l'instar de ce qu'on avait fait pour la 3DS, on va aller dans les magasins un petit peu capter l'ambiance générale. Tu pourrais nous dire 2-3 mots? Oui, mais il ne faut pas être trop gentil, je pense. Et tu dis ce que tu veux, Philippe. 4 heures de mise à jour, une connexion free qui a sauté, donc forcément impossible de rebooter la console en fait. Donc elle s'éteint, j'ai regardé les SAV sur internet et apparemment il faut que tout le téléchargement se fasse d'un coup. Et si on ose éteindre la console, en fait elle ne se reboote plus. Donc qu'elle est morte. Elle est pas morte, elle marche, mais il faut la réinjecter, la renvoyer chez Nintendo pour qu'ils réinjectent en fait un système, un OS, voilà, qui permette de la relancer. Bah, en fait c'est étonnant, Nintendo en général il te donne une console, tout marche, tu mets ton jeu, y a pas de souci. Les nouvelles qui vont sortir de l'usine aura le patch déjà intégré, pour l'instant non, et donc c'est pour ça qu'ils font demande un retour. Par contre si la mise à jour se passe très bien dès la première fois, on n'a plus de soucis. Moi je n'ai pas eu cette chance. D'accord, et tu l'attendais la Wii U? C'était une console qui... Je la voulais depuis longtemps, ouais. J'attendais, ouais. Surtout pour le pack Zombie U, mais bon, tant pis. Tu me disais, ça fait quelques jours que t'as la Wii U et là, apparemment, t'en as plus. J'ai plus de Wii U, ouais. Comme toutes les nouvelles consoles Nintendo, les 2-3 premiers jours de sortie, ça disparaît. Hein. Et après, suivant les logiciels, ça continue sur sa lancée ou ça se calme d'un seul coup. La 3DS par exemple, du jour au lendemain, une fois que l'effet de nouveauté était passé, c'était une console qui était chère, ça arrêtait net. Et puis ça a redémarré avec la baisse de prix et les licences Nintendo. D'accord, alors là on vient de voir un client qui visiblement avait des soucis avec sa mise à jour. Est-ce que tu en as croisé d'autres comme ça? C'est le premier, hein. C'est victime de son succès en fait. Hein. Énormément de connexions en même temps, il faut faire une mise à jour Wi-Fi parce que les interfaces étaient très lentes. Donc pour améliorer le souci, ils ont envoyé une mise à jour qui allait entre 10 et 15 minutes d'installation. Sauf que là il y a énormément de gens qui se connectent, donc on passe à 4 heures d'installation. S'il y a un saut de connexion, il faut recommencer la mise à jour et surtout pas éteindre la console. C'est ce qui s'est passé là pour lui, quoi. C'est bien de prévenir. Et alors du coup, quand ils prennent la Wii U, ils ont donc les jeux qui vont bien avec, le pack Zombie U, tout ça. Et, mais il y a quand même d'autres jeux qui sont présents au line-up. Est-ce que d'autres jeux partent et si oui, lesquels? Le jeu casual ne part pas.
pour le démarrage de la Wii U. L'inverse de la Wii finalement. Tous ces petits jeux un peu bidons qui étaient sortis pour le lancement de la Wii, ça démarre pas. Là on reste vraiment sur les licences Nintendo, sur le Zombie U effectivement, et puis Nintendo Land qui est la vitrine un peu utilisation de la tablette tactile, qui est pas un jeu bidon, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont des vrais mini-jeux bien conçus et bien rigolo à jouer. Ouais. Bah alors là c'est le contrôleur donc style Xbox, clairement inspiré. Et alors je me posais une question aussi, admettons bon, sur le coup de la vénère, parce qu'on a perdu une partie à Nintendo Land ou truc, on explose son gamepad. Ouais. Est-ce que t'en vends ici ? Pas de gamepad vendu à l'unité, non. Ils ont beaucoup de problèmes Nintendo pour faire comprendre déjà le fonctionnement du gamepad par rapport au Wiimote, comment ça fonctionne, qui joue avec quoi. Donc pas de deuxième gamepad en même temps à l'écran, pas assez de ressources pour l'instant pour la console. Donc non, il y a du gamepad uniquement en pack avec la console. D'accord, alors ça veut dire si on l'explose, Et si on l'explose, on a une console qui ne sert à rien, qui a un lecteur de non-DVD, puisque ça lit même pas les DVD de salon. Non, on a une belle boîte noire ou blanche. Bon là on vient de se rendre compte qu'en fait la Wii U ça fait 3 jours qu'ils l'ont parce qu'ils ont les ficelles, ils connaissent les techniques mais du coup il n'y en a plus, donc on va essayer de voir dans un autre magasin s'ils en ont toujours en stock. Alors Kyo, est-ce que dans le clan Kusanagi on a la Wii U? Non toi tu t'en fous, tu veux faire la bagarre. Alors donc on va voir comment ça se passe dans ce magasin. Elle est où? Alors on vient de me renseigner, a priori ce magasin il a même pas reçu la Wii U, il y a un petit souci d'approvisionnement, donc des vendeurs moyennement enthousiastes sur cette sortie. C'est un petit peu triste. Bien évidemment, ce qui se passe dans les magasins de jeux vidéo à Répu, c'est pas représentatif de ce qui se passe en France, mais bon, ça nous a quand même permis de capter un petit peu l'ambiance et de constater que, en fait, effectivement, d'une manière générale, les core gamers, ils sont pas très fans des produits Nintendo. Surtout dans ces magasins-là qui sont à fond dans l'import, qui sont à fond dans les jeux où tu passes des heures comme un cafard et tout, ce qui n'est pas trop le délire de Nintendo ces dernières années. Un troisième magasin, donc on va aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Bon alors là, c'est ici qu'on a le petit coin Wii U, avec les jeux présents pour le line-up, là, les consoles. Mais visiblement, celles-là, elles sont déjà réservées. En fait, elles sont réservées depuis 3 jours. Donc si j'en veux une tout de suite, ça va être un petit peu chaud. Maintenant, c'est bon. On va se speeder pour retourner à nos lives pour que ça soit diffusé ce soir. Ça va être chaud. Et ben voilà, vous savez tout sur la Wii U, ou du moins ce que les gens en pensent. Alors vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours très festif une sortie de console, et notamment en fin d'année. Il y a beaucoup de consoles qui sortent en fin d'année comme ça. Moi je vois, là on est le 30 novembre pour la Wii U, le 22 novembre, la semaine dernière, on a fêté les 18 ans de la Saturn, on a fêté les 6 ans de la Xbox 360. La PlayStation 1, elle est sortie un 3 décembre. La Super Nintendo... la Super Famicom, elle est sortie pareil au mois de novembre ou de décembre au Japon en 90. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de machines qui sortent à Noël. D'une part parce que les étrennes miam miam, c'est pour ça qu'on peut se dire ah oui, une machine à 2990 francs, c'est pas grave, j'ai la nouvelle technologie incroyable chez moi, c'est fabuleux. Et puis d'autre part, surtout, il faut savoir que les entreprises japonaises, pour elles, l'année fiscale, ça se termine pas en décembre, mais en mars. Ce qui fait que même si vous sortez une console de jeu pour Noël, vous n'avez pas 3 semaines d'exploitation, mais un trimestre entier, ce qui est plutôt gagnant. Et puis c'est vrai que du coup, toutes ces nouvelles technologies qui débarquent à Noël, c'est vachement bien, parce que moi, j'adore Noël, je suis très famille, et chaque année, quand je vais dans ma famille, je ramène toujours la nouveauté du moment, et je les vois découvrir le truc, et ça permet de se mettre un petit peu en recul par rapport à tout ça. C'est vrai que nous, on est toujours à fond les nouvelles technologies, on connaît les gens qui les développent et tout, mais quand on arrive et qu'on le montre et qu'on le vit de l'intérieur à des gens qui connaissent pas, moi je leur ai ramené Kinect l'année dernière, ils ont trouvé ça super bien. J'avais ramené les instruments avec Rock Band, Guitar Hero, les Beatles, tout ça, ils ont trouvé ça fabuleux. Le karaoké, c'est génial. Enfin, c'est vraiment, ça me permet justement de prendre un peu de recul et de partager aussi ce moment avec ma famille. Et, voilà, les jeux vidéo, c'est ça aussi, c'est de s'amuser tous ensemble. Donc ça regroupe les gens, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, on va retrouver tout de suite le professeur Florent qui va nous retrouver ensemble autour d'une expérience tout aussi conviviale, la découverte de notre passé ludonumérique.
Mes chers enfants, aujourd'hui est un jour très particulier pour notre classe et le collège No Life. En effet, notre cher Wii assiste à son tout dernier cours de Playhistoire en notre compagnie. Et oui, Nintendo a contacté le proviseur Ruchet il y a quelques mois pour inscrire sa nouvelle petite fille, la Wii U. Nintendo veut offrir à sa console la meilleure éducation possible et ils ont choisi notre prestigieuse école. Son dossier nous est parvenu aujourd'hui même. Bref, ma chère Wii, tu vas donc devoir laisser ta place à ta descendance et rejoindre les diplômés de notre établissement dès la fin de cette leçon. Et pour ce dernier cours, je n'ai pas résisté à l'envie de traiter d'un jeu de ta riche ludothèque. Un titre méconnu mais néanmoins très original nommé Captain Rainbow. Toi, oui, bien sûr que tu connais, mais les autres, Captain Rainbow, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Vita, je t'écoute. Non, le Captain Haddock n'est pas devenu gay, non, ça n'a strictement rien à voir, non. Captain Rainbow, développé par Skip et édité par Nintendo, est sorti au Japon sur Wii pendant l'été 2008. L'histoire narre les aventures de Nick, un jeune garçon dont le métier est d'incarner le rôle d'un super-héros à la télé. Sauf que sa carrière est sur le déclin et que sa popularité auprès des enfants baisse aussi vite que le prix d'une 3DS à sa sortie. En quelques mots, Nick et son avatar doivent réagir, et vite. Nick décide alors de se rendre sur l'île Mimine, réputée comme le lieu où tous les rêves peuvent être exaucés. Et ce qu'il désire, c'est évidemment regagner le cœur des enfants et de redevenir leur idole. Mais suite à un accident en arrivant sur l'île, il est affaibli et il devra retrouver des cristaux Killaling afin de récupérer ses pouvoirs de super-héros et parvenir à ses fins. Le scénario aurait très bien pu suffire à cette seule mission, mais c'était sans compter sur la créativité de Nishi Kenichi, le responsable du jeu. En fait, sur place, Nick va rapidement faire la rencontre d'étonnants personnages qui sembleront étrangement familiers aux plus calés en Playhistoire parmi vous. Xbox 360, tu veux dire quelque chose? Ah ben non, qui dit familier chez Nintendo ne dit pas obligatoirement qu'on va retrouver Mario et toute sa clique, comme tu dis. Au contraire. L'un des aspects les plus originaux de Captain Rainbow est justement de mettre en scène des personnages totalement oubliés ou secondaires dans l'univers Nintendo. En réalité, tous les habitants de l'île sont présents pour les mêmes raisons que vous. En gros, pour simplifier, disons que eux aussi désirent redevenir des artistes, de pouvoir faire leur numéro quand l'avion se pose sur la piste de Rotterdam à Rio, mais on s'égare. Nick croisera par exemple le chemin de Little Mac, le célèbre boxeur de Punch-Out qui a visiblement pris de nombreux kilos après avoir été oublié des joueurs. Lui, il rêve de reconquérir son titre. Vous côtoierez aussi Birdo, cet animal rose asexué et ennemi de Mario dans Super Mario Bros 2. Nick fera même la rencontre de personnages comme les soldats de Famicom Wars qui sont vraisemblablement fatigués d'aller au front et aspirent cette fois à devenir champion du monde de volleyball. Le scénario de Captain Rainbow est assurément l'une de ses principales forces. Vous vous doutez que les dialogues laisseront une grande place à la parodie, mais c'est surtout pour ces thématiques adultes, entre deux tranches de franche rigolade bien sûr, que les joueurs seront susceptibles d'être marqués par ce titre. Ce jeu d'action-aventure aborde en effet des sujets sérieux comme l'écologie, l'estime de soi ou encore notre rapport à la gloire. Par exemple, devant la détresse de certaines stars has-been rencontrées au cours de sa quête, Nick devra parfois choisir entre céder ses cristaux pour les aider à concrétiser leurs propres rêves ou les laisser dans leur ringardise. Mais bien sûr, s'il accepte, ce sera forcément au détriment de ses propres ambitions. La question qui vous est donc posée, à vous joueurs, c'est qu'est-ce qu'un héros et quelle responsabilité a-t-il vis-à-vis de son prochain? Oui, 360, tu as déjà la réponse à ces questions. Très bien, on t'écoute. Ah, un héros, c'est un Américain bien coiffé avec un slip par-dessus son collant qui sauve l'univers. Et toi, tu voulais dire quelque chose, hein? Oui. Un Italien grassouillant en salopette. Bon, tout ça, ça fait quand même un petit peu cliché, hein, donc essayez Captain Rainbow, ça devrait vous faire le plus grand bien. Ce qui a valu à Captain Rainbow de tomber dans l'oubli, c'est peut-être parce que le rythme et le gameplay sont un peu mous du genou. Les phases d'action et les mini-jeux manquent un peu de punch et surtout d'intérêt, il faut bien l'avouer. Cela dit, mes chers enfants, si Captain Rainbow mérite de figurer dans la Playhistoire, c'est parce qu'il est rare qu'un éditeur de jeux comme Nintendo, disposant d'autant de stars dans son catalogue, ose placer sur le devant de la scène tous les personnages que le public a autrefois délaissés, voire même oubliés. Remettre en question la notion même de l'héroïsme et du star system, c'est pour un gros éditeur prendre un risque qui nécessite pas mal d'autodérision. Bon bah voilà les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, mais avant de conclure, j'aimerais quand même te remercier, oui, et te féliciter pour l'ensemble de ta scolarité. D'accord, t'as pas toujours été très appliqué, hein, surtout graphiquement, mais je pense qu'on en gardera de toi un bon souvenir malgré tout. Et puis quand même, tu restes à ce jour l'une des consoles les plus vendues de la Playhistoire, avec près de 100 millions d'unités. C'est pas rien et ça mérite quand même quelques applaudissements. Dites donc les enfants, vous pouvez faire un effort et mettre vos rivalités de côté de temps en temps. C'est quand même la dernière fois que vous assistez à un cours de Playhistoire avec la Wii. Voilà, j'aime mieux ça. Et puis de toute façon, les guéguerres, ça mène à rien après tout. Allez, filez en récré et pour la semaine prochaine, vous me préparez un petit discours de bienvenue pour la Wii U. Et vous aussi les consoles Sony, hein, je compte sur vous. Ouais, en espérant que la Wii U soit là la semaine prochaine, mais ça dépend surtout du graphisme de l'émission, ça.
tout de suite, je vous avais promis un petit cadeau en début d'émission, et ben voilà, il arrive le petit cadeau. Je vais d'ailleurs pour cela invoquer Carotzilla. La voilà, Carotzilla qui transporte des cadeaux pour vous, chers amis, car comme vous le découvrirez au mois de janvier prochain, No Life est partenaire d'un manga qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Arata, qui est le dernier manga de Watase Yu. Vous la connaissez peut-être, c'était la reine de la comédie romantique fantastique dans les années 90-2000, elle a notamment écrit Fushigi Yugi. Donc là, avec Arata, on se retrouve encore avec un super manga dans lequel le personnage se retrouve dans une dimension parallèle, et dans cette dimension parallèle se retrouve un jeune garçon qui lui va se retrouver chez nous, donc gag quiproquo, mais surtout beaucoup d'aventures et un petit peu d'émotion, parce que Watase Yu quand même c'est aussi la reine de la narration romantique et des amours impossibles. Alors on a pensé avec Carotzilla que ce serait sympa de vous faire gagner des petits cadeaux. Donc vous allez pouvoir gagner la totalité des mangas, donc volume 1 à 13, mais surtout, montre-nous, c'est magnifique, 3 dédicaces réalisées par Watase Sensei elle-même. Donc 3 dessins rien que pour vous, originaux, dessinés et ancrés à la main des 3 personnages principaux du manga Arata. Donc voilà, le concours, vous pouvez le retrouver sur le site de No Life. Vous pouvez aussi le retrouver sur No Life tout court. Il y aura des annonces qui seront faites notamment par Carotzilla qui s'est beaucoup investi, merci à elle. Et voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous serez nombreux à participer à ce concours. Vive les mangas!